Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Dans ce numéro consacré à l'introduction au droit de société, les structures juridiques des entreprises commerciales, je vais essayer de traiter deux éléments. D'abord, la notion juridique de l'entreprise, puis l'entreprise individuelle et ses caractéristiques. Comme vous le savez très bien, donc les entreprises exercent leurs activités sous plusieurs statuts, mais la forme ou bien le statut ou bien la forme la plus usitée ou bien la plus fréquente, c'est la société. C'est-à-dire la société représente la forme la plus fréquente à laquelle on opte. Et pourquoi? Pour que les entreprises exercent leurs activités de manière générale. Les sociétés également ne sont pas les mêmes et se différencient par la forme, mais également par le fonctionnement, par la manière par laquelle elles fonctionnent, par laquelle les décisions sont prises, par laquelle donc également les gérer. Au Maroc, trois textes essentiels sont importants. Et ce sont des textes qui régissent de manière générale les entreprises. D'abord, le Code de commerce, puis la loi 1795 modifiée et complétée à plusieurs reprises sur les sociétés anonymes, et la loi numéro 596 relative aux autres formes sociales, également modifiée et complétée à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce que l'entreprise juridiquement parlant? Donc c'est vrai, donc l'entreprise est abstrait. Maintenant, il n'est pas concrète, comme terme, il n'est pas concret. C'est-à-dire, il n'existe pas concrètement. Mais il est omniprésent dans le langage, de la manière par laquelle on qualifie une activité. L'entreprise est une réalité socio-économique. On peut parler d'un projet, d'une décision, une cellule sociale, une unité de production, un centre de gestion, donc et ainsi de suite. C'est-à-dire, donc c'est vrai que c'est une réalité économique et sociale. D'un point de vue juridique, il n'a strictu sensu aucune consistance ni réalité. Du point de vue juridique, donc il n'a pas une consistance, il n'a pas une réalité, d'accord, juridiquement parlant. Pour qu'il existe juridiquement, l'entreprise doit opter pour l'une des formes prévues par la loi. Donc, pour qu'il existe juridiquement, l'entreprise peut d'abord donc choisir une forme pour qu'elle soit reconnue donc juridiquement. Autrement, il faut coller à l'entreprise un élément, soit une personne physique ou bien une personne morale, pour qu'elle soit reconnue et pour que des textes juridiques soient appliqués sur cette entreprise. De façon générale, l'activité lucrative, c'est-à-dire l'activité dont on cherche à lucre, on cherche de gagner, on cherche des gains, on cherche des profits, donc comme vous voulez. Donc il se distingue entre plusieurs types. D'abord, deux grands blocs, soit que l'activité lucrative donne lieu au partage des bénéfices, c'est-à-dire il y a de la possibilité de distribuer les bénéfices, sinon il n'y a pas cette possibilité de partage des bénéfices. Alors, donc au niveau des possibilités de partage des bénéfices, donc on parlait soit des sociétés, soit des entreprises individuelles, soit de groupements d'intérêts économiques, coopératives et ainsi de suite. Donc les activités donc lucratives, donc il y a cette possibilité de partage des bénéfices. Il y a un défaut de possibilité de partage dans le cas par exemple des associations. Donc les associations, ils peuvent créer de lucre, mais ils n'ont pas droit de le distribuer sur les adhérents et les membres de l'association. Maintenant, qu'est-ce que la société? On va se référer le DOIC ou bien le DOC sur l'article 982. La société, en fin de compte, c'est un contrat. C'est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou bien leur travail, ou tous les deux à la fois, c'est-à-dire les biens et le travail à la fois, en vue de quoi? Afin de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Donc afin de partager les bénéfices qui résultent de quoi? Qui résultent c'est-à-dire de cette combinaison entre les biens
et la mise en commun des biens et le travail, ou bien le travail, ou bien les deux en même temps. Cependant, donc la question de la mise en commun des biens et le travail, il est conditionné par le but de la société. Et la société ne peut pas avoir un autre but autre autrement il faut que le but de la création soit licite. C'est-à-dire, si donc l'article 985 dispose que toute société doit avoir un but licite. Ça veut dire quoi? Donc, comme ça, donc, il est nul de plein droit toute société ayant un but qui est contraire aux bons mœurs, à la loi ou à l'ordre public. Toute entreprise qui est créée normalement, par exemple, pour faire donc des activités mafieuses, peut-être faire le commerce des armes alors qu'il est interdit légalement par la loi, ou bien une activité qui est interdite, et ce qu'on a droit, on n'a pas droit de créer une société. Pourquoi? Pour exercer cette activité. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que l'entreprise individuelle? Parce que dans les entreprises, soit qu'on colle l'entreprise, la personne physique, on parlait des entreprises individuelles, soit une personne morale, on parlait de quoi? Des sociétés. En fait, qu'est-ce que l'entreprise individuelle? Il est défini comme étant une entreprise qui est créée par un seul individu, ou bien une seule personne. Maintenant, le créateur est une seule personne. Par exemple, l'auto-entrepreneur, profession libérale, artisan, entreprise individuelle, entreprise unipersonnelle, salle associée unique. Puis, voilà, donc l'entreprise individuelle n'a pas de la personnalité juridique. Voilà, c'est la principale distinction entre l'entreprise individuelle et la société. Il n'a pas une personnalité juridique. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie à son titulaire. Maintenant, la société, elle s'identifie au titulaire. On parlait plus de la personne, le créateur, que de l'entreprise. Comme ça, donc, il y a une confusion entre les deux. Alors donc, et c'est donc qu'elle se confond, l'entreprise se confond avec le commerçant. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite entre le patrimoine de l'entreprise et celui de la personne. Et du coup, donc, il y a une confusion entre les deux, et c'est pour cette raison. Déjà au niveau de les déclarations, donc la déclaration se fait donc au nom de le commerçant, de le propriétaire. L'entreprise individuelle est caractérisée par plusieurs éléments. Donc on va voir quelques éléments. D'abord le capital. La loi n'exige pas un minimum dans la Constitution. Avec n'importe quelle somme d'argent, donc on peut créer une entreprise individuelle. Au niveau de le fonctionnement, c'est une entreprise qui est dirigée par une seule personne, c'est le créateur. Puis pour la responsabilité du chef de l'entreprise, il est illimité. Le créateur prend seul toutes les décisions et les assume. Donc la responsabilité, elle est illimitée, et le créateur donc prend seul toutes les décisions et les assume. Voilà donc pour le statut social du chef d'entreprise. Le créateur ne peut être considéré comme salarié de son entreprise. Donc le créateur, donc il n'est pas considéré comme le salarié, donc il est rémunéré par les bénéfices de l'entreprise. C'est-à-dire, donc on ne reconnaît pas le contrat entre la personne et l'entreprise, parce que donc un contrat, ça suppose deux personnes, alors qu'on a dit qu'il y a les deux, il y a une confusion entre les deux, et l'entreprise s'identifie à la personne. Au niveau de le statut fiscal du chef de l'entreprise, le créateur, donc tout ce que le créateur gagne ou retire de sa caisse ou de sa banque, il est considéré par le fisc comme étant un bénéfice distribué. Et ce bénéfice, tous ces retraits-là, donc sont soumis à l'impôt sur le revenu. Et il y a plusieurs régimes dans l'imposition. Donc le créateur peut opter pour l'une des trois régimes. Bien sûr, donc déterminé, précisé par le Code général des impôts. Voilà, donc c'est vrai, donc là c'est un autre registre sur le droit fiscal et fiscalité, mais ça n'empêche donc de faire quelques flashs, d'accord, donc par rapport à ces questions. Donc le premier régime, c'est le résultat net réel, c'est-à-dire donc le résultat fiscal, la base imposable, il est calculé sur la base d'un résultat net réel, c'est-à-dire en tenant compte tous les produits, et on en déduit toutes les charges. Voilà, l'entrepreneur est obligé de payer donc l'IR selon le barème progressif avec une cotisation minimale.
l'entrepreneur donc est obligé de payer l'IR selon bien sûr donc le barème, un barème donc que vous connaissez très bien, donc composé donc des taux qui vont de 0 jusqu'à 38%, mais ce sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse 2 millions de dirhams et qui exercent des activités commerciales, industrielles, artisanales. Et s'il s'agit des professions libérales ou bien des entreprises qui font le service, donc le chiffre d'affaires, il faut qu'il dépasse 500 000 dirhams. Alors donc le deuxième régime, c'est le résultat net simplifié. La différence entre les deux, c'est que le calcul de ce résultat, le résultat normalement ne tient pas compte les provisions. Donc là, on prend tous les produits et dans les charges, on prend toutes les charges sauf les provisions. Puis le troisième régime, c'est le régime forfaitaire. Donc là, il est déterminé par l'application au chiffre d'affaires de l'année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession, conformément bien sûr donc à un tableau bien évidemment donc annexé au Code général des impôts. Pourquoi? Parce que donc le taux change d'une activité à une autre. Au niveau des entreprises qui sont passibles, donc qui doivent appliquer, qui ont droit d'appliquer le résultat net simplifié, ce sont des activités, les entreprises qui exercent des activités commerciales, industrielles et artisanales, dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions de dirhams et 500 000 dirhams, 0,5 millions de dirhams. Puis le forfait, donc là c'est pour les entreprises qui exercent des activités commerciales et industrielles. Artisanale. Pour les entreprises de service, la profession libérale, c'est entre 500 000 dirhams et 500 et 250 000 dirhams. Et le forfait, pour les entreprises individuelles et commerciales, ce sont des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 dirhams. Et pour les entreprises services et les professions libérales, ce sont des entreprises qui exercent un chiffre d'affaires donc inférieur à 250 000 dirhams. Donc voilà, donc on va finir par des recommandations. Ce genre de choix donc est recommandé, surtout dans le cas où le créateur cherche de l'autonomie. Il est là, donc l'autonomie tient beaucoup à la personne. Donc elle cherche l'autonomie, cherche l'indépendance. Donc ceux qui cherchent, qui ont bien évidemment donc ce choix, qui ont cette préférence, donc ils ont de l'intérêt à choisir l'entreprise individuelle. Pour l'investissement, donc cette formule exige peu d'investissement, présente des risques modérés. Cependant, il a une limite, c'est la limite de quoi? Donc les possibilités d'augmenter le projet, d'augmenter le financement ne sont pas bien évidemment donc prometteuses. Donc du coup, donc il faut, si le créateur espère normalement augmenter davantage le projet, donc il doit bien évidemment donc changer la forme et choisir donc la forme de la société. Ainsi, cette vidéo prend fin. Dans le deuxième numéro, je vais donc essayer de traiter les entreprises sociétaires en donnant une présentation générale sur les entreprises sociétaires, toutes les entreprises sociétaires au Maroc. Et dans les numéros suivants, Inch'Allah, je vais traiter donc chaque forme à part, la société anonyme à part, les SARL à part, les sociétés de personnes à part. Voilà donc, comme ça, donc je vous remercie. À très bientôt.